Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver donc pour ce nouveau live IMT pour l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom. Je pilote avec donc un groupe d'étudiants ces émissions qui ont vocation à les sensibiliser, à les acculturer donc au secteur industriel qui reste encore un petit peu trop méconnu quant à ses activités et surtout à ses perspectives en termes d'insertion professionnelle. C'est pourquoi les sujets que nous abordons concernent aussi bien les technologies que les questions organisationnelles et managériales. Et justement, ce soir, ça tombe bien, nous évoquerons justement ce dernier registre, puisque nous nous intéresserons donc avec nos différents invités au télétravail. Alors, c'est une nouvelle modalité de travail qui existait quand même depuis plusieurs années, mais qui était pratiquée de manière plus ou moins marginale par les entreprises jusqu'à la crise sanitaire, qui a été l'occasion d'une expérimentation à plus grande échelle et surtout massive et aussi imposée donc pour ce mode de travail. Alors, on sait qu'il n'y aura plus aujourd'hui de retour en arrière. La question est donc bien de savoir comment les entreprises, et particulièrement celles qui sont dans le secteur industriel, vont revoir ou ont déjà revu leur organisation pour continuer à maintenir leur performance tout en étant plus à l'écoute des attentes et des besoins de leurs collaborateurs. Alors, c'est ce qu'on va voir avec nos différents invités qui vont nous partager un petit peu leurs expériences, leurs témoignages sur les pratiques qui ont cours au sein de leurs organisations. Alors, avec moi ce soir, des étudiants et une alumni à qui donc je vais laisser la parole, donc je les nomme quand même. Donc, il y a Louise Levonsuc, Elias Leinendeber et Noah Collin. Je vous donne la parole pour vous présenter tous les trois. Bonjour, Louise Levenzuc, je suis alumni d'IMT Atlantique et je participe avec des élèves de l'Institut Mines Télécom à l'organisation de ces lives sur l'industrie qui est une thématique que j'apprécie particulièrement. Noah, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je suis Nicolas, je suis étudiant en alternance à l'ISTP, donc école qui est rattachée au Mines de Saint-Étienne. Et aujourd'hui, je vais réaliser l'introduction de ce live avec Frédéric Ronal. À toi, Elias. Alors bonjour, je sais pas si vous m'entendez. On t'entend, mais Oui. on ne te Ok. voit pas, Elias. Oui, alors moi c'est Yasmine Hébert, donc je suis en deuxième année à Télécom Paris et en alternance chez Proven Run, une PME de sécurité système embarqué. Et donc voilà, je participe aussi à l'organisation de ces lives. Merci à tous les trois. Alors, je vais présenter juste brièvement un petit peu tous nos participants. Donc, nous avons déjà avec nous Florence Laval, qui est maître de conférence HDR à l'Université de Poitiers et membre de l'IS Lab dans notre école donc IMT Business School, IMTBS. Nous avons également Carole Chatin, qui est responsable des ressources humaines chez Sanofi. Nous avons Nicolas Fournil, qui est cofondateur et responsable du pôle infrastructure et réseau chez Eolink. Nous avons également Déborah Kurgoual, qui est Talent Acquisition Manager Southern Europe chez NXP Semiconductor. Et enfin, Véronique Jobert, qui est responsable campus manager chez Naval Group. Et enfin, Frédéric Renal, qui est directeur industrie, transport et logistique chez Arkea. Alors, avant de démarrer nos échanges, je voulais juste également inviter ceux et celles qui nous ont rejoints pour d'ores et déjà commencer à poser tranquillement leurs questions tout au cours de ces interventions. Et je vais aussi vous lancer un petit sondage simplement pour mieux vous connaître. Donc voilà, je l'ai lancé. Et en même temps, eh bien, je laisse la parole, puisque nous avons donc l'habitude de démarrer aussi ces lives par une petite capsule introductive qui est réalisée ce soir par Noah et par Frédéric, à qui je laisse la parole. Voilà, à tous les deux. Merci Martine. Donc déjà, bienvenue à tous pour ce live sur le télétravail. Du coup, télétravail, bonne nouvelle pour la planète, mauvaise nouvelle pour le travail. Donc je vais maintenant demander à Frédéric de nous donner son avis sur le sujet. Merci Noah. Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas
aussi spécialisé, et je ne connais pas aussi bien le sujet que tous ceux qui vont intervenir après moi. Donc, je vais vous livrer mes réflexions et des réflexions que je vais vous livrer d'autant plus volontiers que j'adore les sujets tendances comme ça. Hein. Vous savez, ces sujets qui animent les débats en ville, l'hydrogène, l'énergie de demain, le télétravail, comment on va tous télétravailler en 2050. J'adore ces sujets où tout se dit, à peu près tout et n'importe quoi, dans une espèce de ferveur collective extraordinaire. Et moi, je vais vous dire ce que ça m'inspire un petit peu tout ça et les questions que je me pose et auxquelles je ne peux pas répondre. En tout cas, je n'y réponds pas moi et probablement que nos invités nous aideront à y répondre. Déjà, pour dire que finalement, si on regarde bien, le télétravail, ça a été la règle. Notre civilisation a vécu beaucoup plus avec le télétravail qu'avec le travail en dehors du domicile. Jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la révolution industrielle, jusqu'à la révolution de la vapeur, eh bien, on travaillait chez soi. Soit on travaillait dans ses champs, soit on travaillait chez soi quand on était potier, quand on était forgeron, quand on était... eh bien, on travaillait à la maison. Et ce n'est qu'à partir du 19e, quand les machines sont devenues beaucoup plus importantes, et surtout qu'elles ont été mues par une énergie qui était une énergie qui nécessitait de la place, que, eh bien, on a déplacé les moyens de fabrication, les moyens de production en dehors de la sphère domestique, et que les gens se sont déplacés pour aller travailler. Donc c'est finalement une invention assez récente. Alors une invention évidemment qui est devenue la règle et la norme, puisque avant la crise, avant cette fameuse crise sanitaire, eh bien, c'était à peu près 3% des gens qui télétravaillaient. Le télétravail existait. Moi, je travaille dans un secteur qui est la banque, où le télétravail était carrément une insulte, un gros mot, hein, et où on ne laissait travailler les gens qu'au compte-gouttes parce qu'on pensait que, naturellement, à la maison, ils ne travailleraient pas et que, en gros, c'était pas donner une journée de télétravail, mais c'était rallonger le week-end en donnant un vendredi ou un lundi, ce qui était évidemment très mal vu. Et puis la crise est arrivée, on n'a pas eu d'autre choix que de télétravailler. Est-ce qu'on a télétravaillé ou est-ce qu'on a travaillé en étant confiné? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a dû rester à la maison et puis on a dû travailler à la maison et on a découvert que, un, on avait une technologie qui le permettait et que deux, finalement, eh ben, on était capable de travailler à la maison et que beaucoup de gens pouvaient remplir un travail et accomplir leur mission en étant à la maison. Ça a été une révélation, même si on savait, pour ceux qui télétravaillaient déjà, que c'était tout à fait possible, ça a été une révélation. Alors, de cette révélation, eh bien, on est sorti de cette crise en disant, ça y est, on a réinventé le mode du travail, on va tous télétravailler, c'est super bon pour la planète, c'est super bon pour le travailleur, c'est super bon pour tout le monde, à tel point qu'aujourd'hui, moi, j'entends mes collègues chefs d'entreprise qui disent, la première des questions que pose un jeune collaborateur que nous embauchons, c'est combien de jours est-ce qu'on télétravaille dans l'entreprise? C'est devenu le Graal. Hein. Moi, j'ai connu le Graal du chèque déjeuner. Eh bien, on a maintenant le Graal du télétravail. Alors, si on réfléchit ensemble, on peut se poser même quelques questions. D'abord, est-ce qu'on peut tous télétravailler? Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai compris, il y a à peu près un tiers des emplois qui seraient susceptibles d'être télétravaillés. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des emplois qui, de toute façon, ne seront jamais télétravaillables. J'attends qu'on m'explique comment on va pouvoir conduire un poids lourd de 44 tonnes de son canapé, ou comment on va pouvoir faire conduire un TGV de sa salle à manger. Donc, évidemment, et ça paraît intuitif, mais il y a une majorité d'emplois qui ne seront pas des emplois très travaillés. Il faudra encore des gens pour servir au bar ou au restaurant quand on ira y manger. Et donc, ça veut dire que finalement, qui peut télétravailler? Finalement, assez peu de gens. Un tiers des emplois sont susceptibles de subir ou d'adopter ce changement. Deuxièmement, qui veut télétravailler? Beaucoup de gens ne veulent pas télétravailler. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan du télétravail. Moi, me retrouver tout seul chez moi à traîner en pantoufles, ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de venir au travail, j'ai besoin d'un rituel qui me fasse passer de la sphère domestique à la sphère du travail. J'ai besoin de ce rituel où je me déplace, je retrouve mes collègues, je retrouve mon bureau, mais j'ai aussi besoin de ce rituel pour en sortir. J'ai besoin de quitter mon travail, j'ai besoin de quitter mon bureau, de fermer ma porte, et puis de prendre ma voiture ou mon scooter, d'aller faire du sport et de rompre avec cet environnement de travail. Quand je suis à la maison, j'ai l'impression que je romps jamais. Je me lève le matin, je bois mon café devant mon ordi. Le midi, je navigue entre mon ordi et mon assiette. Et j'ai finalement l'impression que entre ma vie privée et ma vie professionnelle, c'est un espèce de gloubi-boulga pas très sympa. Et donc, qui veut travailler? Tout le monde ne veut pas télétravailler. C'est pas vrai.
100% des gens ne veulent pas télétravailler. En tout cas, moi, je suis l'exemple même de gens qui ne veulent pas télétravailler. Alors, on nous dit aussi, télétravailler, c'est bon pour la planète. Alors, très bien, c'est bon pour la planète, oui, probablement. Et je suis tombé il n'y a pas très longtemps sur une étude de l'ADEME sur le télétravail. Et j'ai été très surpris de constater l'ADEME, établissement sérieux, établissement de l'État quand même, qui dit finalement l'amélioration de la qualité de l'air, elle a été très forte pendant la période de confinement, pendant la crise. Évidemment, plus personne roulait. Ça, pour le coup, certains habitants, pour ceux qui connaissent la Chine, moi je connais assez bien Shanghai, à Shanghai et à Pékin, on a vu le soleil pour la première fois pendant la crise sanitaire. Les gens ne savaient pas que le soleil existait, ils l'ont vu parce que évidemment, on ne roulait plus à Shanghai ou à Pékin, mais c'est pareil dans nos territoires. Moi, j'ai redécouvert qu'il y avait des oiseaux en ville parce que je les ai entendus chanter pendant la crise sanitaire. Depuis, l'ADEME dit c'est 1,3% des émissions de CO2 en moins. La qualité de l'air s'est améliorée de un peu moins de 2%. Alors je me dis, ça, c'est quand même pas énorme. Notamment parce que l'ADEME dit, les gens roulent moins, mais ils habitent plus loin. Et quand ils se déplacent plus longtemps. Donc là aussi, certainement que les spécialistes autour de la table nous en diront un peu plus, mais ça laisse perplexe. Deuxièmement, on dit, mais oulala, attention, hein, le télétravail, ça va provoquer de la délocalisation, notamment dans les industries. Alors là, moi, j'entends ce discours et je m'interroge, je dis, mais le problème de la délocalisation, c'est le problème des moyens de production, c'est quand on délocalise une usine. Mais les hommes, où est le problème? Alors effectivement, on a certains cadres de très haut niveau qui vivent entre New York, Singapour et Madrid, qui sont en télétravail. Moi, je ne suis pas un cadre de haut niveau, mais je télétravaille régulièrement. Est-ce à dire qu'on est dans de la délocalisation? Moi, j'aurais plutôt tendance à utiliser un terme que j'avais vu passer une fois, que j'avais trouvé assez chouette, qui était la télémigration. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas des télémigrants finalement, plutôt que des délocalisés? Parce que les usines, eh bien, elles sont bien là où elles sont. Et même si dans ces usines, certains collaborateurs travaillent à distance et peuvent travailler d'ailleurs assez loin du lieu de leur usine, je crois il y a un pas avant de parler de délocalisation. On dit c'est bon pour la santé. Ouais, peut-être, probablement, c'est moins de fatigue, on n'est pas dans les... Mais d'un autre côté, on rappelle que le télétravail, on est tous sortis, rappelez-vous, on est tous sortis du confinement avec quelques kilos en plus, parce que c'est vrai que on bougeait plus beaucoup, hein, et puis les télé-apéros, ça reste quand même des apéros. Donc la sédentarité, l'isolement, moi j'entends des chiffres effrayants, hein. On me dit que 19%, près de 20% des gens qui sont sortis de cette période de confinement sont sortis avec des risques psychologiques. 20%, c'est quand même énorme. Et puis la surcharge de travail. Comme je vous disais, moi, quand je suis chez moi, je travaille du matin où je me lève jusqu'au soir où je me couche. J'ai du mal à couper. Donc, est-ce que c'est bon pour la santé? J'en sais rien. Je ne sais pas. On nous dit aussi c'est bon pour les entreprises. Peut-être, est-ce qu'aujourd'hui, l'un d'entre vous, et peut-être vous me direz le contraire, mais l'un d'entre vous a vu une étude sérieuse qui disait que pour une entreprise, il y avait un gain économique. Est-ce qu'une entreprise, aujourd'hui, gagne de l'argent avec le télétravail? Ou en tout cas, est-ce qu'elle gagne plus d'argent quand les gens sont massivement en télétravail? Je n'en sais rien, mais j'en doute. En tout cas, rien de sérieux n'a été écrit sur le sujet. Quant à dire que le télétravail était un extraordinaire facteur d'inclusion, ça laisse aussi perplexe. Un tiers des emplois peuvent être télétravaillés et les 2 tiers ne le sont pas. C'est-à-dire que moi, qui suis conducteur de camion, je ne pourrai jamais télétravailler. Est-ce que c'est un facteur d'exclusion? Est-ce que c'est plutôt un facteur d'inégalité? Effectivement, on dit que pour les personnes handicapées ou pour les femmes qui ont souvent une double vie avec la vie professionnelle, c'est plus facile peut-être dans certaines conditions. Pas tout le temps, probablement. Bref, je crois qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'idées préconçues, beaucoup de questions qui peuvent se poser, auxquelles il n'y a probablement pas de réponse simple. Je pense qu'il y a une dimension culturelle aussi à tout ça, que nous sommes dans une évolution qui est devenue révolution du fait de la crise sanitaire, mais sans qu'on ait bien réfléchi aux conséquences, sans qu'on ait bien préparé à ce changement, sans qu'on l'ait bien accompagné et sans qu'on ait fait du télétravail, une modalité du travail qui n'est certainement pas une modalité universelle et qu'il faudra, comme toujours, adapter
accompagné, et probablement, comme avec l'alcool, qu'il faudra utiliser avec modération et certainement pas avec les excès que l'on peut voir dans certains cas et dans certains propos. Voilà les quelques réflexions, Noah, que me laisse le télétravail. Parfait. Merci beaucoup, Frédéric. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux interviews et aux échanges avec les différents correspondants. Donc maintenant, je vais passer la main à Florence Laval. Oui, merci beaucoup Noah et Frédéric pour cette introduction. Donc Florence, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et puis nous indiquer aussi vos thématiques de recherche et vos méthodes de recherche, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Louise. Alors, d'abord, je vous salue à tous. Je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. Donc, je suis maître de conférence à HDR et je travaille à l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE de Poitiers. Je suis dans un laboratoire de recherche, le CEREG, qui est une entité de recherche aussi de l'Université de Poitiers, et à l'IS-Lab, avec ma collègue Aurélie Dudessert. Alors, mes thématiques, eh bien, je suis enseignante et chercheuse en gestion des ressources humaines. Ça, c'est la thématique principale. Et j'étudie la transformation digitale des modes de travail et la transformation digitale de la fonction RH. Alors, ma méthode de recherche, c'est une méthode qualitative, c'est-à-dire que je procède par entretien et par observation sur le terrain. Et je cherche à comprendre en fait les effets de la transformation digitale sur les individus. Et donc, c'est cette méthode qui convient. Alors, en ce moment, je pilote l'Observatoire du New Normal au travail avec donc, ma collègue Aurélie Dudessert, qui est professeure à l'IMTBS. C'est un observatoire qui étudie les évolutions des pratiques de travail dans les organisations publiques et privées dans le contexte post-Covid. Et plus particulièrement, donc, j'étudie les attentes des salariés et des managers de proximité. Voilà, donc c'est un observatoire qui est constitué de DRH, mais aussi de DSI. Il y a au total une vingtaine d'experts. D'accord, bah merci beaucoup pour ces précisions. Pour continuer et puis pour revenir un peu plus centré sur notre thématique du télétravail, est-ce que vous pourriez nous évoquer rapidement l'histoire et l'historique du télétravail? Frédéric a un peu commencé, mais voilà, est-ce que vous pourriez compléter, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Alors, j'ai bien noté l'historique hein, qui visait finalement alors, le travail à domicile, un certain nombre d'artisans nomades ou les tâcherons. Mais bon, on va tenir compte donc, de cette partie-là de l'histoire, mais essayer aussi de revenir au télétravail qui prend en compte les outils informatiques. Donc, finalement, dans le sens actuel. Alors, on peut estimer que ça date des années 50. On va retrouver notamment une référence à ce télétravail chez Norbert Wiener qui relate l'histoire d'un architecte qui supervise depuis l'Europe la construction d'un immeuble aux États-Unis, justement grâce à la transmission de données. Sinon, le terme télécommuting a été inventé par un chercheur américain, Jack Niels, qui, en 1970, pour désigner finalement une alternative au déplacement domicile-travail au quotidien. Alors, en France, qu'en est-il en France? Eh bien, c'est quand même 20 ans après hein, qu'on va commencer à entendre parler de télétravail, et notamment dans le rapport Nora Munk en 1978, qui portait sur l'informatisation de la société. Et donc, on va y entendre le concept de télématique, qui est associé à informatique et télécommunication. Et donc, on va pouvoir y associer, nous, l'expression télétravail. Alors, donc, l'histoire du télétravail en France, elle va surtout commencer en 1993, parce qu'à cette époque-là, Édouard Balladur va confier une mission sur le sujet à Thierry Breton. Voilà. Et dans le rapport, il y a une définition officielle du télétravail hein, qui met l'accent sur le travail à distance des locaux de l'entreprise, mais aussi sur l'impossibilité du contrôle de la surveillance physique. C'est un élément important. Alors, donc maintenant, c'est inscrit dans le Code du travail. Il y a une définition en 2022 qui est intéressante, qui nous dit que c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait
également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant des technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est cette définition sur laquelle on se base aujourd'hui, une définition du Code du travail. Évidemment, je ne vais peut-être pas détailler la liste des textes fondateurs, mais il y a un premier texte en 2002 et puis l'entrée dans le Code du travail en 2012. Et puis l'accord évidemment national interprofessionnel de 2020 qui est intervenu à la suite d'un accord européen qui est intervenu en pleine crise et puis qui a été complété donc par la loi de 2022. D'accord, bah, merci beaucoup. Justement, vous dites qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place pendant le confinement. Est-ce que vous pourriez expliquer comment c'est différencié, notamment pour le ressenti des personnes, le télétravail qui se passait avant, qui s'est passé pendant les confinements et qui se passait après également, s'il vous plaît? Alors, pour répondre à cette question sur la différence ou les différences, eh bien, je vais m'appuyer sur les éléments constitutifs du télétravail qui sont dans le texte de loi et notamment sur le volontariat. Hein, donc ça paraît clairement, la loi dit que l'employeur peut, par l'exercice de son pouvoir de direction, mettre en place une organisation du travail, quelle que soit sa forme. Et aussi, dès lors qu'un salarié souhaite télétravailler, eh bien, il peut en faire la demande. Et donc, le salarié peut aussi accepter ou refuser de télétravailler. Sauf, ce qui est indiqué maintenant dans la loi, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Donc, ce qui s'est passé en 2020, avec l'obligation de confinement, hein, c'est que le télétravail n'a pas été mis en place de façon volontaire, mais a été subi. Donc, il y a différentes époques, hein, c'est intéressant effectivement de réfléchir à partir de ces époques. Donc, avant la crise, évidemment, le télétravail existait, ça a été dit par Frédéric Ronald tout à l'heure, hein, et il y avait donc finalement plusieurs modes de travail qui avaient le vent en poupe, hein, le travail externalisé, mais aussi le travail en présentiel avec le flex office, avec des nouveaux aménagements. Alors, le télétravail existait déjà, il était mis en place souvent avec un accord, soit un accord QVT ou un accord télétravail. Et on peut dire que finalement, il y avait deux visions. Soit le télétravail était une mesure sociale, donc, dans ce cas, c'était un avantage qui était accordé aux salariés, plutôt dans le cadre d'une politique d'amélioration de la QVT. Ou alors, c'était un télétravail plus, je dirais, organisationnel, c'est-à-dire qui facilitait l'organisation du travail dans et hors les murs de l'organisation. Et ça se combinait finalement avec du flex office. Dans les trois cas, l'utilisation des technologies digitales est importante, c'est une condition de la réalisation du travail, que le salarié soit un télétravailleur ou que ce soit un salarié nomade ou un salarié d'une entreprise extérieure. Alors, pendant la crise, donc, au moment du confinement, la transformation des modes de travail a été soudaine et réalisée vraiment dans l'urgence. Et ça a eu pour effet de révéler la maturité de la transformation digitale des entreprises et qui était peut-être en cours, mais en tout cas, ça a brusqué les choses. Ma collègue Aurélie Désert et moi avons appelé cette époque, cette phase, le crash test. Hein, le crash test, c'est-à-dire que en fait, on a vu dans les entreprises si les systèmes d'information étaient prêts, si les compétences digitales étaient suffisantes et si les compétences managériales étaient adaptées. Aujourd'hui, donc, on parle plutôt de mode de travail hybride. Et ça a des avantages et des inconvénients. Donc, le mode de travail hybride, c'est des journées de travail qui sont alternées entre le domicile du salarié, où on peut aussi travailler dans un espace de coworking, et puis des journées de travail dans les locaux de l'entreprise. Il y a un rythme qui est peut-être défini dans le cadre d'un accord ou d'une charte. Je précise, mais ça, Frédéric Ronald en a parlé aussi, hein, le nombre d'accords a été multiplié par 10. Selon la DARES, il y a eu 4070 accords d'entreprise signés en 2021. C'est 10 fois plus qu'en 2017. Hein, donc, c'est quand même un phénomène marquant. Donc, aujourd'hui, le télétravail n'est plus subi. Mais comme il s'est généralisé, nous ne sommes pas revenus à la situation d'avant la crise. Je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Hein, nous sommes dans le new normal du travail. D'accord, bah merci beaucoup pour ces explications très claires. Et donc justement, dans ce new normal, à votre avis, avec les études que vous avez menées, quels sont les impératifs à mettre en place pour que tout le monde accepte ce télétravail en mode hybride ou dans d'autres situations?
Alors, pour que tout le monde accepte le télétravail, il faut plutôt parler d'ailleurs d'un mode de travail hybride, hein, je suis d'accord avec vous, Louise. Eh bien, je dirais qu'il faut retrouver la spontanéité, le plaisir des échanges informels sur le lieu de travail. Je crois que ça, c'est quelque chose qui aussi a été dit, c'est important. Et puis, il faut conserver le télétravail pour des raisons environnementales et puis pour tenir compte de l'évolution de la société. Et on évolue ainsi vers un management responsable. Donc, j'identifie deux impératifs. Le télétravail ne doit pas pour autant accentuer les inégalités en matière de conditions de travail. On l'a dit, je répète vraiment ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face au télétravail quand on conduit un train ou un camion, etc. Donc, on a quand on a des fonctions support, quelquefois, on fait l'entretien, la sécurité, etc. On ne peut pas télétravailler. Donc, il faut faire attention à ces inégalités parce que ces inégalités créent des tensions. Et donc, c'est pas du tout enfin, ça ne permet pas d'apaiser, au contraire, les tensions. Alors, ensuite, il ne faut pas accentuer les risques professionnels, sinon on n'atteint pas l'objectif RSE. Et donc, à la question, est-ce que c'est bon pour la santé? C'est clairement non, 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 il y a beaucoup de risques, et ça a été très bien identifié, notamment l'INRS a publié une liste de risques, les risques qui ont été cités tout à l'heure, des risques physiques, mais aussi des risques psychosociaux, et donc les conditions de travail les conditions des télétravailleurs, finalement, se sont avérées finalement risquées. Alors, la solution, donc, pour nous, c'est la régulation du télétravail. Parce que on s'aperçoit que les managers sont quand même souvent assez démunis. Donc, il faut des règles managériales parce qu'elles ne peuvent pas émerger spontanément. Il faut qu'elles s'instaurent collectivement. Et pour ça, il faut du soutien, le soutien de la direction générale, mais aussi le dialogue social, le soutien du dialogue social. Il faut des règles avec un objectif clair, ce qui n'est pas toujours le cas quand on souhaite à la fois faire du social et optimiser l'organisation du travail. Et puis, il faut apprendre aux salariés à faire la part des choses, c'est-à-dire qu'entre la satisfaction des attentes individuelles et puis la nécessité d'atteindre un certain niveau de performance collective, parfois, on a l'impression que le mode de travail est mis plus en avant que le travail lui-même, notamment quand on voit les exigences de certaines jeunes, enfin, je ne sais pas si c'est une question d'âge, mais en tout cas, certains candidats. Donc finalement, le télétravail doit faire l'objet d'un accord collectif ou d'une charte, ce qui donne l'occasion de consulter le CSE à ce sujet. À défaut, il faut formaliser, donc essayer de mettre des choses par écrit, le plus clairement possible. Sinon, le problème, c'est que chaque manager de proximité devra gérer les tensions dont je viens de parler. Il va être confronté à ces difficultés-là au quotidien. Donc, on a entendu ces managers nous raconter finalement quelquefois leur désarroi, la pression qu'ils ressentaient, et donc une pression à la fois pour atteindre un certain niveau de performance collective, parce que si la performance individuelle est clairement améliorée avec le télétravail, il n'en est pas autant pour la performance collective. Je suis d'accord, il n'y a pas forcément d'études qui aient démontré le contraire jusqu'à présent. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Florence pour toutes ces précisions assez, on va dire, théoriques sur certains aspects. Et je vais passer la main à Elias et Nicolas pour qu'on regarde d'un côté industriel ce qui se passe sur cette thématique-là. Alors, donc, j'ai interrogé avec Carole, en fait. Alors, Carole, pouvez-vous vous présenter rapidement et nous dire sur quel genre de site vous travaillez? Bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Carole Chatin, responsable ressources humaines sur le site Sanofi de Montpellier. Donc, le site de Montpellier est un site de recherche et développement du médicament, un laboratoire pharmaceutique. Donc, on intervient, nous, en amont, avant que le médicament soit sur le marché, principalement pour organiser les études précliniques et cliniques. Donc, on n'est pas un site de production ni de fabrication grande échelle, même si néanmoins, on a un petit service qui produit pour les études cliniques, mais qui n'a rien à voir avec un site de production qui travaille en 3-8 toute la journée. D'accord. Et donc, avec votre point de vue donc, de chez Sanofi, quel enseignement avez-vous tiré de la crise sanitaire et comment est-ce qu'elle s'est passée chez vous? Alors effectivement, comme beaucoup, on a pris ça de plein fouet. Donc en mars 2020, au moment de la pandémie,
Il a fallu gérer ça dans l'urgence et la majorité de nos salariés se sont retrouvés de force en télétravail. On a néanmoins dû garder un minimum d'activité sur le site parce qu'il n'était pas du tout possible d'arrêter nos études, hein. Il fallait continuer à poursuivre les études en cours et à fournir les patients avec les prescriptions. Donc, les équipes de fabrication et de laboratoire principalement ont continué avec un service minimum sur site. Et puis, tous ceux pour qui les équipements dont ils avaient besoin ne pouvaient pas être transportés à la maison. Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Néanmoins, beaucoup de personnes qui ne télétravaillaient pas se sont retrouvées à la maison du jour au lendemain. Il a fallu gérer ça et je suis d'accord avec ce qui a été dit auparavant, à savoir que ça a été très compliqué pour certains de vivre ça du jour au lendemain. On avait quand même déjà un accord, nous, télétravail, hein, depuis 2012, mais qui n'était pas utilisé par la majorité, hein, clairement. Donc là, bah, il a fallu gérer, hein, la famille, on le sait, la famille, les enfants, le travail, tout combiné. Et certains nous ont alertés en disant je peux pas, il faut que je revienne, je n'y arrive pas. Donc on a géré un petit peu individuellement les situations compliquées. Néanmoins, d'autres se sont découverts finalement un mode de travail qu'ils n'avaient pas imaginé forcément au départ et qui leur convenait. Donc bah, tout ça mis bout à bout a mené à une réflexion nouvelle. Et effectivement, on a pu avoir un avenant à notre accord qui a été signé dernièrement en juillet 2022, qui propose de nouvelles modalités. Ces nouvelles modalités, c'est effectivement l'évolution de ce qui existait déjà, à savoir l'évolution sur le nombre de jours proposés en formule de télétravail. Et aujourd'hui, on a 3 formes de télétravail possibles, soit le télétravail régulier, où on demande quand même à tous les salariés de venir à minima 50% de son temps sur le mois. C'est-à-dire qu'on peut prendre jusqu'à 3 jours par semaine de télétravail, mais en moyenne, sur le mois, il faut être là 50%. Donc ça peut être des semaines à 3 jours, des semaines à 2 jours, etc. On a estimé que effectivement du télétravail 100%, c'était trop compliqué, que les collaborateurs ont besoin néanmoins de se voir, de se parler autrement que via un écran. Je crois que tout le monde a fait une saturation du Zoom, et que les contacts humains, de croiser du monde dans le couloir, de trouver quelqu'un à sa porte et de se parler en face à face, on ne peut pas le remplacer entièrement. Donc ça, c'est après à chaque manager d'organiser au sein de son service. Souvent, ils se disent, bah, tel jour, tout le monde est là, on fait une réunion d'équipe, etc. Mais il y a cette souplesse de dire, évidemment, c'est toujours sur le volontariat, hein, ça, c'est la règle de base, hein, ceux qui ne souhaitent pas en faire ne le font pas, et il n'y a aucun souci, parce que là, sincèrement, c'est vraiment un choix personnel. Donc, on a cette formule-là de ce qu'on appelle télétravail régulier. Une nouvelle formule est née qui se nomme le télétravail ponctuel, puisqu'on s'est rendu compte qu'effectivement, pour les personnes dont l'activité ne le permettait pas jusque-là, qui ont été un petit peu contraints à le faire pendant la pandémie, et ben, on s'est rendu compte que certaines activités pouvaient être néanmoins télétravaillées, même pour eux. Alors, à une dimension évidemment moindre. Donc, cette formule télétravail ponctuel est limitée à 15 jours maximum par an, donc en moyenne 1 jour par mois, où ils peuvent faire des tâches, par exemple, de rédaction de procédures, de lecture de procédures, de journées de formation qui peuvent être faites à distance, ou voilà, de missions ponctuelles annexes qui peuvent faire effectivement depuis leur domicile. Donc ça, c'est toujours avec validation via la hiérarchie, hein, évidemment. Donc ce n'est pas un dû. Ils ont un compteur de 15 jours. Et si ils ont nécessité de réaliser des missions à distance et que ça colle au planning, ils peuvent en faire la demande. Donc ça, c'est nouveau. Et la nouveauté aussi, c'est que ça a été ouvert à nos stagiaires et nos alternants, aux étudiants. Parce qu'on s'est rendu compte que effectivement les étudiants eux aussi, hein, ont dû se retrouver
à distance pendant la pandémie et finalement, sur certains profils de poste, ça peut convenir aussi. Alors, on n'a pas souhaité leur ouvrir la formule télétravail régulier parce qu'on estime qu'on doit les accompagner, on doit avoir une certaine proximité avec eux pour suivre aussi leur travail et avoir une relation humaine. Ça fait partie de l'accompagnement. Mais néanmoins, ils ont cette possibilité s'ils le souhaitent. Et la dernière forme de télétravail, c'est le télétravail, on va dire, exceptionnel. Et là, ce serait en cas de menace de pandémie. J'espère que ça ne va pas à nouveau nous arriver, mais voilà, s'il devait y avoir une nouvelle épidémie ou des cas de force majeure d'intempéries, parce que ça nous arrive sur Montpellier, on a parfois les épisodes Cévenol et effectivement, c'est assez compliqué à gérer. Donc, et là, c'est vraiment la direction qui dirait, bon, on utilise aujourd'hui ou sur 2-3 jours ce cas de télétravail force majeure exceptionnelle. Donc, c'est les 3 nouvelles formes qui sont proposées dans le cadre de cet avenant. D'accord. Merci. Donc, vous avez un peu répondu à ma question qui était quel changement cela a eu sur la situation actuelle. Et donc, maintenant aussi, comment votre entreprise arrive à concilier le télétravail et les préoccupations environnementales? Alors, par rapport à ça, effectivement, nous, il y a quand même eu un impact sur les trajets, clairement, parce que bon, tout le monde n'habite pas à Montpellier et beaucoup en périphérie ou en zone un peu plus rurale. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup à utiliser nos véhicules. Ça, c'est vrai, on n'a pas forcément les transports en commun qui sont assez développés en tous les cas pour ne pas prendre la voiture. Donc, il y a eu un impact en réduisant les trajets. Il y a également une réflexion qui a été menée, alors là, je peux parler au niveau plus large du groupe, sur le réaménagement de nos locaux, de nos bureaux. Effectivement, parce qu'en cumulant les journées de télétravail, les personnes en congé, les personnes absentes, maladie ou autres, on se rend compte que beaucoup de bureaux n'étaient pas utilisés au quotidien. Donc, une réflexion a été menée et nous, on a un projet sur le site d'avoir des espaces de bureaux qui ne soient plus nominatifs et de les rassembler au sein d'un même bâtiment qui permettrait effectivement de limiter les frais de coûts fixes, je dirais, de chauffage, d'électricité, etc. Donc, ça a déjà été mis en place sur la région parisienne et sur la région lyonnaise, sur 2 sites, où c'est des espaces comme ça, non nominatifs, et quand on arrive, on se met là où il y a de la place. Donc, c'est une réflexion en cours pour notre site, on l'a pas encore testé, mais c'est vrai que déjà, avec les jours de télétravail, là, on le voit, le chauffage est baissé quand on s'en va le soir, donc si on le renclenche pas le matin, il reste sur un minimum. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. Et maintenant, je vais laisser la parole à Louise pour interroger Nicolas. Merci à vous. Merci Carole, merci Elias. Nicolas, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et expliquer un peu votre rôle au sein de votre entreprise, s'il vous plaît? Alors bonjour, Nicolas Fournil, donc cofondateur d'Eolink et responsable du pôle réseau et infrastructure. J'ai un passé de recherche et développement chez SFR, donc je suis à la fois avec la casquette ancien manager de grands groupes et puis entrepreneur en PME maintenant. Nous sommes des convaincus du souverain. Donc en fait, ce qui est bien dans l'entreprise, c'est qu'on a tous les métiers. C'est-à-dire qu'on part vraiment de l'industrie électronique, puisqu'on en fait, jusqu'à l'interface web. Donc on a vraiment tous les métiers et tous les âges aussi. Donc c'est difficile à concilier. Le télétravail est un vrai sujet. Donc je te laisse continuer. Poser ta deuxième question. Du coup, ma question, c'est est-ce que vous constatez une évolution des demandes de vos employés et notamment des nouveaux diplômés sur les conditions de télétravail, enfin sur les conditions de travail et le télétravail? Et puis, est-ce qu'il y a des préoccupations qui motivent ces demandes? Alors,
on peut le dire carrément. Alors nous, on est en pleine phase de recrutement, donc on essaie d'être le plus attractif possible. Et en effet, les digital natives, parce qu'on va les appeler comme ça, hein, sont très demandeurs du télétravail. C'est l'espèce de Graal, super, je veux tant de jours de télétravail ou combien de jours de télétravail vous avez. Cette attente, elle est motivée par plusieurs choses. Ils veulent souvent limiter les temps de transport, qui peuvent être assez élevés dans des villes comme Marseille, puisque qu'on prenne la voiture ou les transports en commun, on est à pratiquement tous à 1 heure de trajet, matin et soir, donc ça fait 2 heures quand même par jour. Environnementaux aussi, puisque comme les transports en commun sont parfois difficiles et puis les gens s'excentrent, donc ça a été bien dit par notre travail de Sanofi, bah, ça fait pas mal de trajets et ils s'en rendent compte et ça fait pas mal de carburant dépensé pour rien. Donc ça aussi, c'est dans leur motivation. Mais en même temps, ils s'éloignent, donc c'est un peu paradoxal. Donc, tout le paradoxe est là. Euh, la difficulté aussi, c'est de voir, d'arriver à intégrer avec des gens qui sont de générations précédentes et qui sont plutôt habitués à du présentiel, au présentiel. Les digital natives gèrent très bien le télétravail, en fait. Si on se rend compte, c'est le mode de communication presque normal pour eux. Depuis tout le temps, ben, ça chatte, ça se comporte comme ça. Alors après, par contre, on commence à voir les digital natives un peu plus âgés qui se rendent compte que ça peut être intéressant d'avoir plus de présentiel. Donc, je dirais que la demande digital native vient surtout de ceux qui sont dans les premières années de travail, qui n'ont pas encore connu le monde de l'entreprise ou une culture d'entreprise. Et ensuite, ça a tendance à s'estomper. On retrouve cette demande beaucoup moins forte chez des gens qui ont quelques années d'expérience, même tout en étant digital natif, puisqu'on va les englober à partir de 96 à peu près. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup pour cette réponse. Et donc vous, quels sont les défis que le télétravail vous apporte en tant que manager? Vaste projet. Alors la difficulté a déjà été évoquée, c'est la dimension humaine. C'est-à-dire que justement, les digital natives découvrent la dimension humaine et la culture d'entreprise. Parce que là aussi, le télétravail se prête plus ou moins à la culture d'entreprise. Euh, alors nous, en tant que start-up, on a toujours été habitués à faire du télétravail ponctuel. Donc nous, franchement, le confinement, on l'a vécu bah, comme un jour normal, en fait, puisqu'on avait l'habitude de pouvoir partir à droite à gauche et continuer à faire tourner la boîte. Mais ensuite vient le moment où on a en effet des gens qui ne veulent pas, même chez les digital natives, avoir du 100% de télétravail. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que quand ils sont tout seuls chez eux, ils n'ont pas ce rythme, ils n'arrivent pas à avoir cette coupure, ils travaillent plus, travaillent moins, mais ils sont pas dans un rythme. Et ça, bah, c'est la dimension sociale. Et la difficulté pour le manager, c'est d'arriver aussi à détecter le mal-être chez certaines personnes pour l'aider et l'englober dans la société aussi, dans la société au sens entreprise, hein. Donc l'englober avec le reste, les mettre dans une politique de travail, de sentir on va dire l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est le principal défi, c'est d'arriver à, en tant que manager, passer du temps avec tout le monde et en sachant qu'on n'arrivera pas à tout détecter. Donc, dans notre cas, typiquement, on va limiter le télétravail et obliger des jours de présence. Donc, on va en faire et on va le faire là aussi sur la base du volontariat pour permettre justement ces temps d'échange et ce brassage à l'intérieur de l'entreprise et sentir l'ambiance de l'entreprise. La dimension humaine est hyper importante et c'est la leçon moi, que je retiendrai du précédent épisode, c'est on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'humains et pas de robots en fait. Et même les digital natives s'en rendent compte. Euh, Vous avez commencé à évoquer que vous allez mettre en place des jours de présence obligatoires. Oui. Qu'est-ce que vous allez concrètement mettre en place? Pour quelles raisons ces choses-là ont été décidées? Est-ce que vous pourriez détailler un peu tout ça, s'il vous plaît? Alors, on peut détailler. On peut toujours détailler. C'est une demande des digital natives, donc ils voulaient des jours de travail, mais pas forcément, encore une fois, la demande n'est pas du 100% de télétravail. Ça, je ne l'ai jamais eu. Parce qu'à la fac, ils ont aussi très mal vécu de rester dans leur chambre d'étudiant pendant des jours sans voir personne. Donc, ils se sont bien rendus compte que le 100% de télétravail, c'était pas ça. Donc, nous, on va le faire sous forme de volontariat, c'est-à-dire ceux qui veulent avoir du télétravail parce qu'ils ont des longs trajets ou des choses comme ça, ou qui ont plus de facilité en télétravail, il peut y en avoir, mais c'est plutôt rare.
on va le proposer sous forme de 2 jours par semaine. C'est-à-dire c'est 1 à 2 jours par semaine, mais avec toujours 50% de l'effectif de l'équipe sur place. Ce qui permet de garder cette cohésion sociale et cette cohésion inter-équipe. Parce que même dans une équipe, il faut aussi des interactions avec le reste de l'entreprise. Et ça permet du coup, avec ce brassage, normalement, on l'espère, donc on va faire un pilote, garder une productivité, parce qu'on l'a vu baisser quand même la productivité, on a tous les indicateurs, on est déjà tout prêt là-dessus, hein. Mais c'est un pilote, on va y aller petit à petit et essayer de trouver le bon équilibre, c'est-à-dire que dans l'excès, rien n'est bon de toute façon. D'accord. Bah, merci beaucoup pour tous ces Merci. détails. Et puis, bah, je vais me tourner vers Véronique pour vous poser quelques questions. On a déjà eu des questions qui ont été posées. N'hésitez pas à en envoyer d'autres. On garde un temps à la fin pour répondre à tout le monde. Véronique, bah, est-ce que vous pourriez Bonjour. commencer par... bonjour. D'abord, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et détailler un peu votre poste au sein de Naval Group, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors moi, je m'occupe en fait de tout ce qui est attractivité et campus manager, donc expliquer un peu nos métiers aux futurs recrues et aux écoles. Et je fais ça pour 3 sites qui se trouvent dans le sud de la France et qui sont très différents et très complémentaires dans leur métier, mais du coup qui ont une approche du télétravail aussi qui peut parfois un petit peu varier et en tout cas qui ont pris le Covid et le télétravail dans ce contexte-là de manière assez différente. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pourriez, voilà, on revient sur la thématique du télétravail que vous avez commencé à évoquer, tirer le bilan de ces périodes de crise et quel a été l'héritage de cette période sur les différents sites dont vous vous occupez? Oui, alors en fait, les sites, ils ont des activités différentes. Donc, on a un site qui est très tourné vers le digital, le développement logiciel, le réseau, la cybersécurité. Donc, c'était déjà un site qui avait pas mal adhéré au télétravail, puisqu'on avait un accord de télétravail qui existait depuis plusieurs années. Et donc finalement, le frein a été au début un peu comme tout le monde, bah, la mise en œuvre pour un plus gros volume de toutes les infrastructures qui étaient nécessaires. Mais une fois ce cap passé, finalement, eux ont plutôt très vite bougé les lignes et ont pu le faire, hein. En termes de métier, j'ai vu qu'il y avait une question sur est-ce qu'il y a des métiers qui sont plus faciles que d'autres. Oui, il y a des métiers où c'est effectivement plus facile que d'autres. On a par contre un autre site qui est sur Toulon, qui fait de la maintenance navale. Donc là, on a des ateliers, des chantiers. Donc effectivement, là, il y avait du travail à distance qui ne pouvait pas se faire, clairement. Alors, on a pu organiser des choses à distance sur des achats, sur de la supply chain, voilà. Mais on a surtout aussi dû plutôt essayer de trouver très vite des manières de limiter les coactivités et de travailler différemment, voilà, et de réaménager les espaces de travail pour pouvoir répondre aux normes sanitaires. Mais le télétravail, je pense que dans les 2 cas, que ce soit sur ce site-là ou sur l'autre, ou que ce soit sur le 3e site qui se trouve à Saint-Tropez, où là, ça mixe justement la production et la conception, eh bien, ça a décomplexé les gens. Je pense qu'il y avait des gens qui avaient des freins naturels, voilà, parce qu'ils ne connaissaient pas, soit les collaborateurs ou les collaboratrices, mais aussi des managers. Et puis, en fait, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait, qu'il y avait un certain confort et que finalement, bah, aujourd'hui, ils ne reviendraient pas en arrière. Alors, ils ne reviendraient pas en arrière au bémol près que, en même temps que les avantages, vont arriver les inconvénients dont a parlé le premier interlocuteur sur effectivement la solitude, l'isolement, le fait que en 15 réunions, on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors que normalement, en une réunion et 3 pauses café, on y arrive. J'exagère un petit peu, mais à peine, parce que c'est vrai que parfois, il y a certains problèmes où voilà, on a besoin de faire ça. Donc moi, l'héritage, je pense, c'est d'abord un compromis, voilà, et un nouveau mode de management, un management plus basé sur de la confiance, mais aussi sur de l'objectivation du travail. Et puis aussi, voilà, un compromis entre le télétravail et aussi voilà, l'équipe qui a un sens extrêmement important quand on est sur une entreprise ultra complexe, ultra intégrée, avec plein de métiers très différents.
D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Au vu de tout ça, si des choses ont été mises en place, c'est parce qu'il y a des avantages et des inconvénients au télétravail. Euh, pour vous, quels sont les avantages, les inconvénients? Et ça rejoint un peu la question auquel vous avez commencé à répondre, pas vis-à-vis des différents métiers. Est-ce qu'il y a des différences majeures et comment on les gère? Alors en fait, c'est clair qu'il y a il y a des avantages, des inconvénients. Il y en a ils ont beaucoup ont été cités auparavant, hein. L'avantage, c'est une flexibilité, c'est d'être plus proche de ses proches, de ses enfants, de ne pas avoir 2 heures, 3 heures de trajet par jour, de pouvoir aussi gérer son travail un peu comme on l'entend, voilà, de se dire qu'il y a certains dossiers, on a besoin d'être concentré, on va les faire à ce moment-là. Voilà. Et puis, il y a des inconvénients, on en a parlé aussi sur l'isolement. Moi, je pense que ce qui s'est passé aussi derrière, c'est qu'on a revu nos accords. On a réfléchi ces accords-là avec les partenaires sociaux, avec les gens forts de cette expérience. On s'est rendu compte que d'abord, on pouvait avoir de la flexibilité dans le télétravail, pas imposer des jours et pas se dire que ce sera ça et rien d'autre. Peut-être un peu moins imposer certains métiers où c'est du coup totalement interdit et d'autres où c'est vraiment autorisé, mais plus faire du cas par cas. Et puis, du coup, voilà. Et aujourd'hui, on a des accords de télétravail où finalement, on se dit on a un jour fixe qui est convenu d'un commun accord avec le manager pour être sûr qu'il y ait vraiment du lien, parce que si c'est le jour de réunion, c'est quand même mieux si ça se fait en présentiel. Il y a beaucoup de non-verbal en fait dans la communication, et ce non-verbal, finalement, on s'en prive. Et donc, c'est vrai que ça, c'est important. Et puis ensuite, on peut s'arrêter à un jour de télétravail par semaine, ou alors on peut avoir plus de jours de télétravail qu'on va poser en fonction. Par contre, pas de full télétravail. Chez nous, c'est pas possible. On tient vraiment à ce que les gens soient présents. Et c'est du coup, les gens, quand on leur dit bah, qu'est-ce que tu en retiens, souvent ils disent bah, ça me permet moi de m'adapter, d'adapter mon travail. Voilà, il y a des moments où je vais pas du tout en faire. Il y a des moments, et du coup, je vais pas toucher la prime de télétravail, mais il y a des moments où, bah, effectivement, ça colle bien parce que c'est des moments où j'ai des dossiers à traiter, où j'ai besoin d'être concentrée, alors que à d'autres étapes du projet, eh bien, pour avancer, c'est vrai que passer dans le couloir où il y a tous les sachants, leur poser 3 questions, me challenger ou connaître inversement mes pairs dans le même domaine technique, mais sur d'autres produits, d'autres bateaux, en l'occurrence chez nous, eh bien, ça va m'apporter, ça va m'enrichir, et ça, en quelques coups de cuillère à peau, finalement, en 3 cafés, j'exagère, mais voilà, on avance énormément sur son projet, voilà, et ça fait mûrir son projet. D'accord. Donc voilà, donc les avantages et les inconvénients, on les a déjà un petit peu tous vus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur ça. Bah, merci beaucoup. Et puis, dernière question avant de laisser la main à Elias. Pour vous, quelles sont les perspectives et les évolutions sur cette thématique que vous pouvez envisager? Quelles sont les nouvelles portes qui sont ouvertes avec tout ça? Alors, je pense que ça a ouvert la porte d'un autre management. En France, on avait un management quand même très présentéiste, hein. On avait besoin de voir la personne, on avait une communication avec elle qui était très en proximité, en tout cas dans les entreprises que j'ai connues. Là, du coup, on a plus objectivé nos managements, on s'est refait confiance aussi sur certains sujets, et je pense que c'est bien. On s'est aussi redit quand ça va pas. Et parce que justement, on l'a objectivé. Donc, ça, c'est aussi important. C'est important de voir le pile et le face. Et puis, alors, par contre, ensuite, j'ai entendu la première personne qui parlait de flex office. Nous, aujourd'hui, on n'y est pas. C'est vrai que les gens sont quand même attachés, et en plus, on leur impose de venir et quand même d'être présents. Donc, la notion de flex office, même si ça pourrait être un gain pour l'entreprise en termes d'infrastructure, et même pour les gens, hein, parfois aussi, eh bien, nous aujourd'hui, on n'a pas l'adhésion des personnes. Et je pense que ça, c'est quelque chose où voilà, il faut y aller avec l'adhésion des personnes. Donc, on étudie plein d'outils de partage, parce qu'en fait, les écueils qu'il peut y avoir au télétravail, c'est de plus rencontrer son équipe, c'est de plus rencontrer ses pairs, d'être là au moment où il n'y a plus personne. Et du coup,
le sentiment d'isolement, de ne plus l'avoir chez soi, mais de l'avoir dans sa propre entreprise, ce qui serait le comble. Et donc, il y a plein d'outils qui sont dessus. Il y a plein de startups qui se sont lancées sur la localisation des bureaux et autres. Donc, on est en train d'étudier ça, tout ça. On en parle, on en discute avec nos partenaires sociaux. Et pareil, comment faire pour que les gens ne se sentent pas frustrés? Déjà, il faut en parler avec eux. Les gens, ils sont intelligents. S'ils savent qu'ils vont remonter et faire une réparation sur un bateau, ils se doutent bien qu'ils ne vont pas pouvoir le faire en télétravail. Par contre, quand on leur dit que c'est des moyens techniques, là, c'est un peu plus compliqué. Et ensuite, nous, on a le problème de la confidentialité parce que je pense que c'est aussi un des écueils, c'est la confidentialité des données qu'on peut avoir à traiter. Et donc, du coup, dès qu'il y a de la confidentialité, ça peut être aussi un élément sur lequel, effectivement, les gens ils comprennent. Voilà. Et maintenant, effectivement, je suis d'accord avec votre premier interlocuteur. Il y avait des gens qui voulaient du full télétravail à la sortie du Covid. Et puis, au bout d'un an, on en a beaucoup qui disent non, finalement, un jour par mois dans l'entreprise, c'est vraiment pas beaucoup. Vraiment, au-delà du fait que j'arrive pas à perdre mon poids, mon surpoids, le lien social est un peu compliqué. Voilà. D'accord. Merci pour toutes ces réponses. Et puis, Elias, je te laisse avec Déborah pour notre dernier échange avant de répondre aux nombreuses questions qui ont été posées dans le chat. Oui. Alors, bonjour Déborah. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ainsi que l'activité de votre entreprise NXP Bien et, sûr, et si vous recrutez, n'hésitez pas à en parler ça aussi. marche. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc moi, je suis responsable du recrutement à NXP. Je suis basée à Toulouse et NXP est une société internationale qui conçoit, développe et fabrique des composants électroniques, hein, principalement pour l'automobile, la sécurité, la connectivité. Pour aller droit au but sur des marchés qui vont vous parler, on travaille sur des projets autour du véhicule électrique et notamment aussi le paiement sans contact. Et effectivement, on recrute des ingénieurs juniors et des stagiaires actuellement, puisqu'on est en pleine campagne dans des sujets autour du système embarqué de l'électronique, hein, sur des stages de fin d'études. Donc j'en profite pour passer le mot. Ok. Et donc, avant la crise sanitaire, comment gériez-vous le télétravail chez NXP? Alors, on avait la chance d'être déjà très ouvert sur ce sujet-là, puisque nous avions, nous aussi, un avenant, pardon, un contrat télétravail, donc un accord qui prévoyait déjà 2 jours de télétravail. Ce qui a changé après, c'est le nombre de demandes, puisqu'il y avait à peu près moins de 5% de personnes qui étaient dans le cadre de cet accord, contre à peu près 80% aujourd'hui. En tout cas, ça n'a pas été une difficulté pour nous le jour où on a dû basculer en télétravail, parce que tous les outils en termes IT et je dirais d'état d'esprit et de confiance de la part de NXP étaient déjà présents. Donc on s'est confronté à d'autres problématiques qui vont faire partie des autres questions, je crois, Elias, dans la suite. Mais en tout cas, la bascule et comment le gérer avant, c'est quelque chose qui était déjà dans notre mentalité, dans notre manière de travailler. Et donc justement, quels effets le confinement a eu sur vos employés, surtout sur les nouveaux arrivants comme les étudiants par exemple, et les stagiaires, et aussi sur sur le recrutement? Mhm. Alors, de nombreux impacts, hein, qui ont déjà été partagés par certains de mes collègues jusque-là, mais pour compléter également, nous, on a été face à une problématique où les personnes se sont réfugiées dans le travail. Donc, on n'a pas eu forcément de problème, comme je disais tout à l'heure, de confiance dans l'application de télétravail, mais de pouvoir bien gérer son temps de travail. Donc, on a mis en place un accompagnement collectif et un guide de bonnes pratiques, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui oubliaient de prendre des pauses, et finalement qui ont beaucoup plus travaillé que s'ils étaient au bureau, puisqu'on a ces moments d'échange, de café à la cafétéria pour nous sur le site de Toulouse qui coupent la journée. Donc là, il y a une organisation de travail qui était évidemment différente pour les employés avec des familles en plus à gérer. Et des problématiques différentes, effectivement, comme tu le mentionnes, Elias, pour les étudiants, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en plus, c'était le 17 mars, le jour du lockdown, et ça correspondait chez nous au début des stages de fin d'études. Donc, les stagiaires ont commencé directement à la maison. Et on a mis en place un accompagnement, là, pour le coup, qui était individualisé, puisque les contraintes n'étaient plus du tout les mêmes que nos salariés.
de travailler parfois dans des endroits un peu exigus, dans un appartement, avec les colocs derrière, le chat, dans une équipe qu'on ne connaissait pas, une intégration qui était beaucoup plus compliquée. Donc, on a eu un suivi sur ces 6 mois qui s'est d'ailleurs merveilleusement bien déroulé, puisqu'on en a recruté la plupart à la fin des stages, donc comme quoi c'était pas insurmontable, mais effectivement, ce confinement a eu de nombreux impacts sur le déroulement des stages et la vie, l'organisation du temps de travail pour nos salariés, même si on n'a pas eu voilà, on n'a pas eu de problématiques particulières à gérer, puisque c'était déjà plus ou moins dans les mentalités. Côté recrutement, l'impact que ça a eu, je dirais que c'est beaucoup plus de flexibilité. Puisque donc nous, on est une structure internationale et on a eu cette flexibilité d'aller recruter les talents là où ils sont. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Les managers voulaient leurs équipes à côté d'eux sur leur site, avoir tout le monde réuni sur un même site à Toulouse, par exemple, pour la France. Aujourd'hui, il y a des recrutements qui sont ouverts en Allemagne, qu'on peut déplacer en France, ou vice-versa, des recrutements qui sont ouverts en France, qu'on va pouvoir déplacer en Autriche, parce qu'il y a cette flexibilité et finalement beaucoup plus d'équipes multisites qui se sont créées post-Covid. Donc ça, c'est un impact vraiment très positif, je dirais, côté recrutement de la crise sanitaire pour le coup. Et donc, pour un peu conclure, quels sont selon vous les facteurs qui pourraient freiner le développement du télétravail ou qui, au contraire, pourraient le favoriser dans le futur? Alors, je pense que ça a déjà été dit, hein, mais l'ouverture d'esprit des entreprises et la confiance, finalement, c'est ça qui va venir entraver le développement du télétravail. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite. C'est très positif, donc il faut aller dans ce sens-là, donner plus de souplesse aux critères d'éligibilité de télétravail, mais c'est ce que j'entends beaucoup autour de cette table. Et pour moi, peut-être c'est un moyen de terminer sur derrière un autre débat ou une question, mais c'est quel est le point d'équilibre hein, finalement qu'on va trouver entre la maison et le site. On s'est aperçu aussi que chacun le vivait de manière très différente, c'est très personnel. Certaines personnes vont se trouver très à l'aise à travailler à la maison, d'autres pas. C'est ce qu'on a partagé. Et il y a un point d'équilibre à trouver. Qui est personnel. Mais pour rebondir aussi sur un des premiers échanges, je pense qu'il y a quelque chose dans les interactions sur site, en face à face, qui est vraiment très important à garder, puisqu'il y a une énergie qu'on ne sent pas de la même façon dans un face à face que dans un live ou sur Teams. Ça, on ne l'enlèvera pas. On l'enlèvera pas. Cette énergie, cette émulation de groupe qu'on sent dans une pièce, on pourra pas le modifier. Donc, on a besoin de ça. Pour l'innovation, nous, on est dans une entreprise où l'innovation est le cœur de notre ADN. On ne peut pas se passer de ces échanges et de cette énergie sur place. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Donc, je crois qu'on va passer aux questions-réponses. Exactement. Alors, il y a eu. Merci pour les questions que vous avez envoyées. Tout d'abord, il y a des questions qui ont déjà eu un certain nombre de réponses, donc je vais me permettre de les redire pour que elles soient dans le replay également. Donc, la question était en termes de recrutement, comment gérez-vous les candidats qui veulent beaucoup de jours de télétravail et y en a-t-il plus? Donc, Carole, vous avez dit les demandes doivent rentrer dans les formules prévues dans l'accord et c'est pas possible d'aller au-delà, bien entendu, comme on l'a déjà évoqué. Et Nicolas, vous avez complété en disant que tout dépend en fait du profil, parce que de votre côté, vous êtes en train de créer une activité Web3 et la demande 100% télétravail est récurrente. Et la rareté, elle peut amener ce télétravail parce que j'imagine que ça fait face à des difficultés de recrutement. Mais la plupart des temps, ces mêmes personnes en fait ne souhaitent pas du salariat et vous dites que vous pensez que c'est la prochaine étape des full télétravailleurs et qui deviennent donc des travailleurs nomades de fait. Il y a également une deuxième question à laquelle il y a eu des réponses, c'est les entreprises ont-elles déployé de la formation pour aider les managers et les salariés à mieux maîtriser le télétravail? Et est-ce que la prise en compte de l'aspect psychologique est-elle aussi intégrée du fait du risque d'isolement ou de désengagement des salariés en télétravail qu'on a évoqué à plusieurs reprises? Donc, Véronique, vous avez dit que ces points ont été intégrés dans vos formations de managers et certains modules ont été déployés durant la phase Covid. Carole, vous avez complété en disant que vous avez mis en place davantage un accompagnement. C'est pas forcément une formation, mais un accompagnement pour les managers et les collaborateurs avec des guides et des bonnes pratiques. Et comme on a également un certain nombre de questions qui sont ouvertes, je vous propose qu'on commence directement à y répondre.
Donc la première question, c'est on sait que dans les entreprises du secteur industriel, toutes les activités ne sont pas télétravaillables. Comment ces entreprises font-elles pour ne pas créer une disparité de fonctionnement avec d'autres salariés qui, eux, sont concernés par le télétravail? N'y a-t-il pas un éventuellement sentiment de frustration à anticiper et pour lesquels il faut chercher des solutions, pardon, notamment avec l'aide de nouvelles technologies comme le pilotage à distance de certaines parties d'une ligne de production? Je ne sais pas qui veut y répondre rapidement. On a évoqué le sujet déjà un peu. Euh, Pardon, vous m'entendez pas. Oui, Véronique, Jobert. Je pense que sur ce point, en fait, j'ai vu la question. Je pense que c'est un accord. Enfin, là, il y a les partenaires sociaux qui sont là aussi pour nous permettre de prendre en compte les personnes, de prendre en compte les impératifs à la fois de travail, mais aussi des salariés. Et c'est vrai que nous, on est une entreprise, par exemple, qui est très diverse et forcément, on ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Et donc, dans ces cas-là, soit la personne, pour elle, ça devient un enjeu extrêmement important d'avoir ce confort de vie. Et à ce moment-là, est-ce qu'elle est prête à changer aussi de métier? Est-ce qu'elle est prête à changer d'orientation? Et dans ce cas-là, on est aussi prêt à l'accompagner parce qu'une personne de qualité, ça a de la valeur. C'est une personne qui est formée, qui connaît l'entreprise, qui a plein de choses. Et donc, elle va pouvoir apporter des choses. Mais voilà, il faut qu'il y ait un bout des chemins qui se fasse partout, par les deux côtés. D'accord, merci beaucoup Véronique. Je ne sais pas qui voudra répondre à la question suivante. La question est, est-ce que vous pensez que les entreprises industrielles sont matures pour que le télétravail puisse être une alternative au mode classique de travail présentiel sur le lieu de travail? Je ne sais pas qui souhaite y répondre. Je vais compléter la réponse avec, enfin la question avec aussi une question personnelle. Ouais, Oui, allez-y Nico. je vais répondre rapidement, Louise. Je pense qu'il y a Oui, parce que je pense qu'il n'y a pas il y a pas de spécificité particulière pour l'industrie ou pour une autre vis-à-vis de cette nouvelle organisation du travail. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que dans l'industrie, la vraie en tout cas, hein, celle qu'on défend, elle embarque souvent des moyens de production assez importants, des machines tout simplement, hein, que ce soit des machines, des robots ou autre chose, en tout cas des installations, et que ces installations, elles sont fixes, hein, elles ne sont pas amovibles, et donc inévitablement, eh bien, disons, le monde industriel aura probablement une part d'emploi télétravaillable peut-être moins importante que certaines activités de service. Je pense aux banques, par exemple, où là, évidemment, eh bien, nous, à part un ordinateur, on utilise assez peu de machines. Et donc, il y a des activités qui, par nature, sont plus facilement télétravaillables que d'autres. Je pense que la vraie différence avec l'industrie, c'est ça, c'est cette capacité. L'industrie fait plutôt partie des 70% d'activités qui seront moins télétravaillables. Et donc, forcément, c'est peut-être un problème qui se posera un peu moins. Un ouvrier qui est spécialisé, un spécialiste en fraisage qui travaille sur une machine, il sera beaucoup plus difficile pour lui d'obtenir du télétravail. Voilà, je pense que c'est plus lié à l'activité elle-même qu'à une culture particulière ou voilà, même si je reste convaincu qu'à l'atelier, ce qu'on appelle l'atelier, même si l'atelier a beaucoup changé, il y a une culture collective, hein, il y a une émulation collective. L'atelier, un atelier, ça travaille ensemble. Hein, ce sont des hommes qui travaillent ensemble, qui souvent d'ailleurs, ça suit des processus qui sont extrêmement ordonnés. Et donc, je pense que ces gens-là, ils ont une culture qui est peut-être pas celle qui fait que, je dirais, on aime ou on se sent mieux dans un télétravail, donc dans une activité où on est isolé à distance de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc la question suivante, c'est entre les partisans et les détracteurs du télétravail, comment les RH parviennent à satisfaire les uns et les autres tout en conservant une harmonie globale? Carole, je me permets de me tourner vers vous pour cette question. Alors, on en a un peu parlé, mais effectivement, de toute façon, le postulat de base, c'est qu'il faut laisser le choix. On n'imposera rien à celui qui n'a pas envie d'en faire, et ça, c'est vraiment primordial. Après, conserver l'harmonie, c'est ce qu'on a pu dire aussi avec les différentes expériences qu'on a vues, c'est qu'il faut garder un mixte entre le travail à distance et du travail en présentiel.
Je pense que c'est là où on arrive à garder une harmonie, du contact, des échanges en face à face et qui fait que on arrive à satisfaire un peu tout le monde. D'accord, merci. La question suivante, c'est parmi les entreprises présentes, quelles sont celles qui vont demander à la salariée de se mettre en full télétravail si la situation énergétique devrait encore se durcir à partir du mois de janvier, avec notamment l'augmentation du coût de l'électricité, de l'énergie, pardon, et les coupures de courant annoncées. Est-ce que c'est des choses qui sont envisagées dans vos entreprises? Pas envisagé chez nous, non. Non plus. Donc, Ah, moi, je compléterais, c'est que si en effet on en est à des coupures de courant, il n'y aura pas grand-chose qui va continuer à marcher, en fait. En télétravail ou pas. C'est vrai. ouais. De toute façon, hein. Mm. C'est une question qu'on a déjà un peu abordée, Nicolas, mais je me permets de revenir vers vous pour celle-là. C'est est-ce que vous relevez une différence générationnelle dans la volonté de télétravailler? Clairement, oui. Il y a une différence, on la sent, encore une fois. La génération des digital natives a l'habitude et l'a géré. Alors, la demande est beaucoup plus importante chez eux. Moi, ce que j'attends de voir, c'est des digital natifs qui ont déjà vécu en fait avec les vieux comme nous, je dirais, on va dire les vieux. Et peut-être que, en tout cas, moi, les gens que j'ai dans les équipes qui sont beaucoup plus jeunes que moi apprécient après le contact et se rendent compte que ça permet d'avoir, encore une fois, le body language et le reste de la communication. Ils s'en rendent compte après, en fait. C'est peut-être parce qu'ils n'y ont pas goûté, en fait, qu'ils n'ont pas goûté au présentiel complètement. D'accord. Je pense que ça Moi, se je trouve qu'il comprend y a par quand la même suite, en fait. il y a quelque chose quand même d'assez paradoxal pour nous à gérer sur si on peut dire, la nouvelle génération, qui est, on demande beaucoup de télétravail, mais on veut un lieu de travail qui est sympa, où on fait du sport, où il y a des activités. Donc nous, c'est un de nos challenges. On a des baby-foot sur site, on a pas mal de choses en termes d'activités, mais c'est quelque chose d'assez paradoxal parce qu'en même temps, il y en a certains qui veulent être en full télétravail et pour autant, on a une demande très forte de leur part sur un environnement de travail sur site où il y a du lien et des activités. Et pour compléter, nous, on a aussi relevé cette différence générationnelle et tous nos derniers recrutements qu'on fait sur les plus jeunes, c'est une question qui revient systématiquement et qui vient même, j'ai envie de dire, un peu comme une condition nécessaire si on veut réussir à recruter. Donc oui, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur ces derniers temps, c'est sûr. Du coup, vous avez fait le parfait lien avec la dernière question qui est face justement aux tensions actuelles de recrutement. Est-ce que certaines entreprises que vous connaissez ou les vôtres ne sont pas tentées pour recruter sur certaines fonctions télétravaillables des personnes qui sont actuellement à l'étranger? Alors, juste pour commencer, il y a des raisons légales pour lesquelles on ne peut pas recruter sur un contrat français des personnes travaillant à l'étranger. Donc déjà, il y a cette limite et cette contrainte. Après, ça pourrait être le cas en France de personnes. Nous, on a déjà fait des exceptions sur des expertises très particulières, effectivement, de personnes qui vont travailler en full télétravail. Ça concerne que quelques exceptions pour l'étranger. Pour nous, c'est pas possible en tout cas. D'accord. Chez nous non plus, en fait, le lieu de télétravail doit rester en France. On a une souplesse pour que ce soit autre que notre domicile de façon ponctuelle, mais on doit le déclarer et ça doit être en France métropolitaine. D'accord. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. On a répondu à toutes les questions qu'on avait eues. Je vous propose de conclure ce live ici et puis je vous remercie très fortement pour votre participation. Martine, je ne sais pas si Si, c'est bon. tu J'avais nous entends. un tout petit souci, mais c'est revenu. Donc, merci infiniment à chacun et à chacune de vous pour votre participation, vos interventions très intéressantes qui permettent effectivement d'avoir un éclairage un petit peu plus précis parce que, effectivement, comme le rappelait Frédéric d'entrée de jeu, on entend beaucoup de choses. Effectivement, ça fait partie des sujets un petit peu
sur lesquels voilà, tout le monde a un petit peu un avis, mais rien ne vaut quelque part l'aspect pratique, l'aspect opérationnel, celui pour lequel vous êtes chacun et chacune confrontés finalement au quotidien, à tous les niveaux. On l'a vu, recrutement, mais aussi comment minimiser un petit peu on va dire, les frustrations des uns par rapport aux souhaits des autres, les intérêts aussi des entreprises, parce qu'il y a le souci de la performance et de la compétitivité qui reste toujours quand même à assurer. Donc voilà, en tout cas, un sujet riche et des expériences enrichissantes. En tout cas, c'est vrai que de croiser vos différentes pratiques, c'est quand même toujours quelque chose qui est intéressant et c'est ce que nous cherchons avec les étudiants aussi un petit peu à mettre en valeur. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. Et moi, je vous donne simplement rendez-vous avec nos étudiants à la rentrée, hein, le 19 janvier prochain, où là, on va simplement s'attacher à questionner le sujet du nucléaire, un sujet également important. Donc là, on passera sur, en plus, un sujet d'actualité, hein, puisqu'on est en pleine crise énergétique. Donc c'est vrai que le questionnement sur cette source d'énergie décarbonée, mais quelque peu clivante pour certains, en tout cas c'était le cas il y a quelques temps, eh bien, ce sera intéressant de se positionner là-dessus avec des invités qui sont mais en même temps les grands acteurs de ce secteur. Donc, on aura la chance de pouvoir aussi les écouter. Voilà, écoutez, on arrive au terme de cette émission. Et donc, je voulais également vous inviter à rejoindre nos différents réseaux sociaux qui sont animés aussi par nos étudiants. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, surtout, vous souhaiter, comme on arrive à la fin de cette année, également passer simplement de très belles fêtes de fin d'année à chacun. Voilà. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne fête, au revoir. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.